Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'Odyssée littéraire, votre rendez-vous du dimanche où chaque mot devient des refuges et chaque livre des revers de nos âmes. Aujourd'hui est un moment particulier dans cette nouvelle saison, car pour la toute première fois, nous recevons une auteure, une femme de plume, de courage et de lumière qui a su transformer sa douleur en art et offrir à toutes celles qui souvent se taisent. Son roman Les chaos dans l'âme, publié par la maison d'édition Kumbi Salé, est un roman profondément bouleversant. À travers le parcours de Nectarine, une héroïne marquée par le deuil, la solitude, la souffrance et la quête des sens. Oumou Diarra nous plongera dans un voyage intérieur où chaque cicatrice devient un pas vers la renaissance. En un mot, c'est un récit sur la force de vivre, la maternité, la résilience et sur cette vérité essentielle, même au cœur du chaos, la lumière finira toujours par revenir. Madame Diarra Oumoubé, Oui, bonjour bonjour. et bienvenue sur ce plateau. Merci. Avant de commencer, pouvez-vous vous présenter un peu en profondeur pour ceux qui vous connaissent pas encore? Avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Oumou Bilali Diarra, écrivaine, auteure du livre intitulé Le chaos dans l'âme. Après le bac, j'ai étudié en psychologie à la faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation. Et juste après, j'ai fait le concours d'entrée à l'Institut de formation des maîtres où je suis sortie enseignante en LHG et j'enseigne au niveau du second cycle en français, histoire et géo. Très belle présentation et merci. Merci. Alors, qu'aimez-vous et qu'est-ce que vous détestez dans la vie et dans la relation avec les autres? Ce que j'aime, Oui. j'aime la vie parce qu'elle est belle. J'aime la vie et je déteste les pervers narcissiques. Si on me demande tout ce que je n'aime pas dans la vie, bien, je dirais que le pervers narcissique englobe tout en fait. J'ai même l'habitude de dire que si un jour je vois un côté de mon corps qui est pervers narcissique, eh bien je vais couper cette partie. Hein. D'accord, c'est compris. Dans la préface, vous écrivez « Écrire vous a sauvé ». Oui. Alors, ça vous a sauvé de quoi exactement? Bien, lorsque j'ai dit qu'écrire m'a sauvé, là il s'agit d'un sauvetage intérieur. Écrire m'a sauvé de moi-même. Écrire m'a sauvé de me perdre parce que mes carnets ont été le seul endroit où je ne pouvais pas me mentir à moi-même. Et ce sont mes carnets qui me recevaient à chaque fois que j'avais des larmes aux yeux et que je n'en pouvais plus. C'est là que je me réfugiais. C'est pourquoi j'ai dit qu'écrire m'a sauvé. Donc, ce qui veut dire l'écriture pour vous paraît être une forme de guérison alors. Absolument. Le titre de votre livre, Les chaos dans l'âme, évoque une tempête intérieure. Oui. Donc, pourquoi avoir choisi les chaos? Le chaos, je l'ai choisi tout simplement pour montrer que le chaos ne vient pas forcément des coups qu'on reçoit lorsqu'on se bat, lorsqu'on est en guerre, tout ça. Le chaos peut venir de l'intérieur. Vous, comme moi, avons tous une fois traversé des moments de terreur intérieure où on était affronté à nos démons intérieurs. Donc, j'ai choisi le chaos dans l'âme pour donner un nom à ces désordres intérieurs. L'héroïne Nectarine traverse le deuil, Oui. la culpabilité et la dépression. Dans quelle mesure cette histoire reflète-t-elle votre propre vécu? Bien. Pour répondre à cette question, je tiens à dire d'abord que Nectarine, ce n'est pas moi, mais elle porte tous mes silences. J'ai été comme beaucoup d'autres femmes, j'ai connu la perte, la dépression, le deuil, la séparation. Donc, Nectarine, ce n'est pas moi, mais elle est le reflet de ce que je crois. Et ce que je crois, c'est que le chaos dans l'âme n'est pas forcément la fin. C'est souvent une nouvelle manière de renaître. Et Nectarine, pouvez-vous nous en dire ce que signifie Nectarine pour vous? Oui, j'ai appris que le nectar, c'est un fruit ou un jus, je sais plus trop, que c'est le jus le plus délicieux qui existe. Oui. Donc,
Le nectar, c'est un nom masculin. Oui. Donc, pour que ça soit un peu féminin, j'ai juste ajouté le rine pour que ça sonne nectarine. Et c'est comme ça que j'ai donné le nom nectarine à l'héroïne. C'est super intelligent. Merci. Nemo, quand même, c'est un très joli nom que vous avez Merci. eu, c'est bien. Les romans abordent des thèmes forts, la santé mentale, les viols, les violences familiales. Est-ce aussi une manière de briser les silences et de parler pour celles qui n'osent pas encore le faire? Oui, absolument. Parce que j'ai tout d'abord écrit ce livre pour parler aux femmes, qu'elles sachent que la douleur, ce qu'elles traversent, n'est pas du tout normal. La société a tellement inculqué la soumission aux femmes qu'elles ne savent plus si elles souffrent ou bien si ce qu'elles sont en train de vivre est bien normal. Quand on voit dans notre société où la violence n'est pas que sexuelle, ça peut être mental, psychologique. Donc, on peut voir, exemple, il y a beaucoup de femmes qui sont divorcées et qui sont jugées parce que la société pense que lorsqu'une femme échoue son mariage, c'est qu'elle n'a pas été à la hauteur. Alors que le divorce, ça peut venir de l'homme, ça peut venir de la femme. Et il y a aussi des femmes qui ont des enfants dans le passé, qui ont eu des enfants, peu importe si elles l'ont eu dans le mariage ou elles l'ont eu comme ça, elles ont du mal à retrouver du mariage parce qu'elles sont jugées à travers leur passé. Donc, écrire ce livre a été une manière pour moi de dire aux femmes d'ouvrir leurs yeux. Et si un jour il y a un homme qui refuse de leur prendre parce qu'elles ont un enfant ou bien leur juger par leur passé ou bien leur présent, qu'elles sachent que le mariage n'est pas un trophée. Le mariage n'est pas une victoire. Et d'ailleurs, il n'est écrit nulle part qu'une femme est obligée de se marier. Donc moi, j'ai l'habitude de dire que si un homme doit me prendre dans ma vie, eh bien, et qu'il doit m'aimer, il doit non seulement m'aimer pour ce que je suis, il doit m'aimer pour ce que je suis, et non pour ce que j'ai été dans le passé, et non aussi pour ce que je suis en train de devenir. Voilà. Donc, que les femmes sachent que cette douleur, cette vie qu'elles mènent n'est pas du tout normale, qu'elles sortent du silence, qu'elles parlent, ou bien qu'elles fassent quelque chose quand même. C'est que ce qu'elles vivent dans la société n'est pas du tout normal. On sent beaucoup d'amour, mais aussi la douleur entre Nectarine et sa fille Anaï. Oui. Qu'est-ce que vous vouliez montrer à travers cette relation de mère et de fille? L'amour maternel que je vois dans cette partie, pour montrer aux gens que parfois l'amour maternel peut être fragile, il peut se fatiguer, il peut même être imparfait, mais il reste vrai. Pour dire aux enfants que parfois papa et maman sont aussi pris par d'autres choses, par des difficultés de la vie, que papa et maman peuvent aussi être confrontés à des problèmes intérieurs. Cela ne veut pas dire que leurs parents ne les aiment pas et que les parents aussi, surtout les mamans, qu'elles cessent de se culpabiliser. Parce que moi-même, il m'est arrivé un moment où je me culpabilisais. Je traversais un moment de dépression et de beaucoup de choses qui se passaient au fond de moi que je ne pouvais pas dire. Et ma fille ne pouvait pas comprendre. Et à cause de ces problèmes-là, je l'avais un peu écarté de moi et je me culpabilisais. Je me dis, oh mon, quel genre de maman tu es, tout ça. Mais après, voilà. Qu'elle soit affective. Voilà. Et après, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit que bon, l'amour que je ressens pour ma fille est vrai et c'est ça qui compte. Voilà. D'accord. Une très belle chance pour la petite fille d'avoir une telle mère brave et courageuse. J'imagine. Très longue vie à elle ainsi qu'à vous aussi. Amen. La rencontre entre Nectarine et Lina, son amie, apporte une lumière dans la noirceur. Pensez-vous que la guérison passe toujours par la main tendue d'un autre? Pour répondre à cette question, je dirais pas forcément, mais parfois oui. Le genre d'amitié entre Nectarine et Lina est l'une des rares amitiés qu'on peut rencontrer au jour d'aujourd'hui. Et Lina a été comme, vous voyez, exemple, lorsqu'on traverse les ténèbres et qu'on tombe sur une lampe qui illumine notre chemin, Lina a été
une lampe qui illumine le chemin de Nectarine pendant elle était en train de traverser les ténèbres. Donc, je pense que toutes les Nectarines méritent une amie comme Lina. On remercie beaucoup à cette amie qui a vraiment aidé Nectarine dans ces moments difficiles. Oui, vraiment. Et que Dieu l'épargne aussi de ce genre de problèmes. Le personnage de Vincent, les psychiatres trouble beaucoup les lecteurs. Est-il, selon vous, un sauveur ou un miroir de blessures de Nectarine? Bien. Tout d'abord, Vincent n'avait pas vraiment de mauvaises intentions vis-à-vis des Nectarines. Au début, il est rentré comme un sauveur. Il n'a jamais eu de mauvaises intentions, mais c'est juste son passé qui a répercuté sur son présent. Parce qu'il avait une patiente du nom de Noéline qui s'est suicidée à cause de lui. Cette dernière était amoureuse de lui, mais lui ne le savait pas. Il était très proche d'elle, il s'occupait bien d'elle. Elle était une malade mentale, internée à l'hôpital. Donc, elle pensait que de la manière dont Vincent était en train de prendre soin d'elle, et dans sa tête, elle s'est dit que bon, ok, on est en couple, on est amoureux. Donc, Vincent ne le savait pas jusqu'à ce qu'un jour, Noéline décide de prendre plusieurs comprimés et de se suicider à l'hôpital. Et vous savez, dans la vie, on a tous des ennemis. Et on dit que l'ennemi n'est jamais loin. Vincent avait quelqu'un à côté. Donc, juste ça s'est passé il y a plusieurs années. Donc, pendant qu'il est en train de vivre sa vie amoureuse avec Nectarine, il y a cette personne qui a envoyé un message à Nectarine pour lui faire savoir tout ce qui s'est passé dans le passé de Vincent. Alors, Nectarine est allée faire des recherches. Elle a vu que vraiment Noéline s'est suicidée à cause de Vincent. Elle aussi, elle n'a pas cherché à comprendre. Et elle a arrêté sa relation avec Vincent. Et voilà, Vincent regrettait vraiment. Il ne voulait pas que la relation finisse. Tout ça pour dire que parfois notre passé peut répercuter sur notre présent. Et aussi pour dire que toutes les relations amoureuses ne sont pas vouées à réussir. Sinon, Vincent n'a rien fait de grave. C'était juste son passé qui a répercuté sur son présent. Mais de ce passage, est-ce que Nectarine avait raison d'arrêter la relation sans pourtant chercher à comprendre ce qui s'est passé entre Nectarine et l'autre fille? Elle n'avait pas du tout raison. Elle n'avait pas raison parce que c'est vrai, elle a fait des recherches, elle a même voyagé pour aller voir l'hôpital là, elle a pris des renseignements. Mais elle devait pas, pour moi, elle devait pas finir sa relation avec Vincent comme ça. Comme ça. Voilà. Mais bon, elle a été naïve et ça arrive parfois dans la vie. Et après tout, elle n'a pas eu de regrets pour pouvoir reconquérir encore Vincent ou bien ça a été fini comme ça? Non, c'est fini comme ça parce qu'elle n'a pas eu de regrets. Chacun travaille avec sa vérité. Nectarine a travaillé avec sa vérité. Elle a été authentique. Et le livre, Le chaos dans l'âme, parle même de l'authenticité. Il faut toujours travailler avec ta vérité. Comment vous voyez-vous dans la littérature africaine et qu'est-ce que vous représentez? Le pire cauchemar des personnes toxiques. parce que je pense... Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je pense que je serai enfin celle qui va briser cette chaîne de liens toxiques entre les parents et leurs enfants, les maris et leurs épouses, dans les amitiés et toutes les relations humaines. Je pense qu'un jour, je compte briser cette chaîne. Et voilà un peu. Je me vois comme celle qui va sauver toute l'humanité, en fait, les personnes toxiques. Êtes-vous sûre d'être cette héroïne? J'en suis sûre. Parce que j'ai déjà brisé quelques liens toxiques. Hein. Et à travers cela, qu'est-ce que les gens ont pensé de vous, à travers les liens que vous avez brisés? Du côté du mari ou bien du côté de la femme, qu'est-ce qu'ils ont pensé de vous? Que je suis la personne méchante. Je suis... on dit que je suis francisée, que je ne reconnais plus la couleur de ma peau, je me vois comme une Française, tout ça, mais moi, je m'en fiche. Hein. Je veux tout simplement que les personnes qui sont emprisonnées intérieurement soient libres. Effectivement bien. On continue jusqu'à présent. Votre œuvre s'inscrit dans une nouvelle génération de femmes écrivaines africaines qui écrivent sans détour sur les traumas et la résilience. Oui.
Vous sentez-vous proche de ces autrices comme Mariam Ba, Fatou Diom font de la parole une forme de liberté? Bien, elle, je ne les connais pas trop, mais je pense que j'ai étudié un texte de Mariam Abba quand j'étais en 11e année. Et je pense que oui, parce que elles ont osé parler, elles ont ouvert la porte vers la liberté d'expression et nous, on n'a plus peur. Je pense que même moi, j'écris les choses telles qu'elles sont. Je ne manie pas, je ne tourne pas avec les mots, je ne m'amuse pas avec les mots. J'appelle les choses par leur nom. Voilà. Quel passage du livre vous a le plus marqué lors de l'écriture et pourquoi? Passage, le passage qui m'a le plus marqué, Oui. la perte d'Adam. Ça n'a pas du tout été facile pour moi d'écrire ce passage. J'ai coulé des larmes pendant que j'ai. Ressaisissez-vous, ça ira. Pour moi, une femme n'a rien de plus cher que son enfant. Et lorsqu'une femme perd son enfant, elle perd sa raison de vivre. Elle n'a plus rien à perdre encore. Il y a des femmes qui ont tendance à devenir sauvages. Elles deviennent agressives. Donc, voilà pourquoi le passage, ça n'a pas été facile pour moi de l'écrire et ça m'a vraiment touchée. Surtout Nectarine était déjà à la fin de sa grossesse. Et lorsqu'on constate dans le livre, elle devait accoucher seulement dans 2-3 jours. Puis elle apprend, elle voit elle constate qu'il n'y a plus assez de mouvement dans son ventre. Et le ventre qui était en train de diminuer de volume. Voilà. Donc, elle s'est rendue à l'hôpital et le médecin lui dit qu'elle a perdu son enfant. Et elle a failli en devenir folle. Voilà. Nous sommes vraiment désolés pour Nectarine qui a traversé ce moment dur et nous espérons bien qu'elle pourra surmonter cette épreuve. Inch'Allah. Si vous pouviez résumer votre livre en 3 mots, ça serait lesquels? Si je devais résumer mon livre en 3 mots, je dirais douleur, résilience et révélation. Parce que le livre, en entrant même dans le livre, on voit qu'il a douleur. Elle a eu mal, c'était de mal en pire sa vie. Et après, la résilience. Au beau milieu du livre, elle a commencé à se résilier. Elle a commencé à dire que la douleur qu'elle vit, bien, c'est comme si quand on verse de l'eau, c'est difficile de récupérer ça. Donc, elle s'est résiliée. Et ensuite, les révélations, c'est que vers la fin du livre, elle a entrepris des choses. Elle a écrit un livre, elle a fait des ateliers, elle a fait beaucoup de choses. Voilà un peu. Quel auteur ou quelle autrice vous a inspiré le plus? Auteur ou autrice, je dirais pas. Parce que je ne m'inspire d'aucun écrivain ou écrivaine pour écrire. Je lis beaucoup quand même. Et mon auteur préféré, c'est Albert Camus. Lui, il est direct. Il prend les choses par leur nom. S'il dit la main, il va appeler la main par son nom. Oui, il est direct. Parfois, il peut être violent dans ses écrits, mais ça, c'est l'authenticité. Et moi, c'est ça mon combat. J'aime quand les gens sont authentiques. Je veux pas que les gens se déguisent. Donc, Albert Camus, si j'étais à son époque, eh bien, je serais amoureuse de lui. C'est ce que toutes les femmes cherchent, des hommes charismatiques. Pouvez-vous nous parler de votre fondation et de votre projet pour aider les personnes en besoin de reconstruction psychologique? La fondation va s'appeler Éclore. Parce que renaître, c'est comme éclore, sortir du passé, parce qu'il faut que les gens laissent le passé derrière. Il y a des gens qui sont toujours bloqués à cause de leur passé. Et qu'ils disent que le passé, c'est le passé. On vit le présent en attendant le futur. C'est pourquoi j'ai appelé la fondation Éclore. Et voilà comment je compte aider les gens. Bien, je vais tout planifier avec des carnets d'exercices. Je ferai venir
Des personnes, par exemple, je peux prendre 10 personnes par mois et je travaille avec eux, je les aide à comprendre ce qu'elles veulent, surtout les femmes. Déjà, je compte même prendre que les femmes seulement. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont l'habitude de me contacter et me disent, ou à travers tes publications et ton livre, j'ai vu que tu es une personne qui sait vraiment ce que tu veux. Tu n'as pas peur de prendre des décisions. Et moi, j'aurais tellement voulu être comme toi, mais j'ai peur. Comment je compte faire pour les aider? Je compte les aider à vaincre leur peur, à sortir de la peur, parce que c'est la peur qui bloque les gens, à laisser le passé derrière, à se focaliser sur le présent, à prendre des décisions. Voilà. En parlant de la publication du livre, avez-vous eu des critiques ou des moqueries ou des insultes après la publication de ce livre? Oui, une seule personne a critiqué. Cette personne a dit que, voilà, Oumou fait partie des féministes. Parce que Nectarine, d'après lui, Nectarine est féministe. Moi, je voyais même pas ça, en fait. Mais bon, l'écriture, c'est comme les expositions des peintures, les tableaux peints. Donc, toi, tu peux par exemple voir un éléphant, mais moi, je veux voir une girafe. Voilà un peu. Donc, lorsque lui, il a terminé de lire le livre, il s'est fâché. Il a dit non, moi, je suis pas dans ça. Tu es féministe. Nectarine même est féministe. Lina est féministe. Toutes les femmes qui se trouvent dans le livre sont des féministes. J'ai dit bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais les autres ont dit que voilà, il y a une femme même qui m'a contactée. Elle m'a dit, Oumou, tu as écrit ce que je n'ai jamais osé dire. Voilà. Et plein de commentaires comme ça. Parce que beaucoup de personnes disent que je suis en train de révolter leurs enfants, que je suis en train de révolter leurs épouses. Oui. Vous voyez? La majorité disent cela. C'est ce qu'ils disent, que je suis en train de révolter leurs enfants. Je suis en train de mettre les enfants en conflit avec leurs parents. J'ai dit non. Moi, au contraire, je suis en train de les sauver. Voilà, les genres de programmation, vous voyez, je vais décliner un peu. Les parents sont en train de programmer leurs enfants. Oui. Je ne suis pas dans ça. Toi, ton enfant, il veut devenir chanteur. Tu lui dis, mais toi, tu n'as rien d'autre à faire que d'être chanteur. Tu peux être médecin, tu peux être telle ou telle chose. Mais tu l'as programmé parce que dans sa tête, eh bien, il va se dire, bon, ok, je peux pas être chanteur. Parce que maman a dit que je peux pas être chanteur. Ou bien papa a dit que je peux pas être chanteur. Je suis obligée d'être médecin. Il va entamer les études en médecine. Il va aller nulle part. Voilà un peu. Donc, ce sont les choses comme ça que je suis en train de combattre. Et les parents sont en train de dire que je révolte leurs enfants contre eux. Mais ça me fait pas mal. Parce que moi, je sais que je suis sur le droit chemin. Donc, ce qui veut dire, à travers ce que les parents sont en train de vous accuser, vous donne plus de courage pour aider les autres qui en souffrent actuellement. Oui, parce que les enfants ont trop peur. Les enfants ont trop peur de leurs parents. Normalement, un enfant ne doit pas avoir peur de son parent. Il doit plutôt être, s'il a quoi que ce soit qui le bouleverse dans le fond, il doit venir vers ses parents. Lorsqu'il est mal, il doit venir vers ses parents. Peu importe ce qui se passe. Mais un enfant qui évite ses parents, il faut voir, c'est les parents qui ont le problème. Donc, voilà un peu. Et quel conseil avez-vous pour donner à ces genres de parents stricts? Qu'ils arrêtent, c'est tout. Parce que c'est que le temps qu'ils ont vécu sur cette terre, probablement ils vont plus faire ça. On souhaite qu'ils vivent longtemps, mais ils vont probablement plus faire ça. Donc, ne pas empêcher son enfant à faire ce qu'il veut. Voilà un peu. Non? Si ton enfant veut être médecin, laisse-le devenir médecin. Tu veux qu'il soit militaire. Il s'en va là-bas. Première guerre, il tombe. Vous voyez, j'ai pas dit que tomber, c'est pas bien, mais il faut tomber par choix. Il faut mourir, il faut choisir de mourir pour la nation, pour le pays, mais il ne l'a pas choisi et tu l'as sacrifié. Ça ne vaut pas le coup. Voilà un peu. À quoi devons-nous nous attendre dans les tomes 2 du chaos dans l'âme? Ce que je tiens à dire sur cette partie, ne faites surtout pas confiance au silence des nectarines. Parce que cette fois-ci, elle reviendra plus forte, plus déterminée. Elle ne va pas revenir seulement pour vivre l'amour. Elle va connaître des personnes géniales
Elle va vivre des moments inoubliables. Elle va faire des projets, elle va faire des études. Elle va aider beaucoup de personnes comme elle qui ont traversé des moments sombres. Elle va aussi leur aider à sortir de leur trou. Alors, nous sommes très impatientes pour la deuxième venue de votre livre. Inch'Allah. À part écrire, qu'auriez-vous voulu devenir dans la vie si vous n'étiez pas devenue écrivaine? J'aurais voulu être chanteuse. Oui, parce que déjà, je m'inspire des chanteurs pour écrire. Je ne m'inspire pas, bizarrement, je ne m'inspire pas des écrivains pour écrire. Je peux écouter une chanson, la personne va chanter une phrase que je vais noter dans mon carnet et je vais commencer à écrire sur cette phrase. Surtout Céline Dion qui dit que le bonheur, on l'a toujours tout près de nous, mais on ne s'en rend pas compte souvent. J'ai écrit sur ça et j'ai aussi écrit sur une phrase que Maître Gims a chantée. Il dit que mieux vaut être téméraire que d'espérer une trêve. J'ai aussi écrit sur ça. J'écoute beaucoup Jean Ferrari, Céline Dion, Nana Mouskouri et beaucoup d'autres chanteurs. C'est d'eux que je m'inspire pour écrire. Donc, si je pouvais choisir d'être autre chose, si je n'étais pas écrivaine, je choisirais d'être chanteuse. Très bel choix, alors. Merci infiniment, Oumou Bédiara, pour ces réponses. Et j'espère bien que nos chers internautes qui nous suivent actuellement ont pu capter les nécessaires de ces réponses données par notre brave invité qui a souffert et qui veut aussi vous aider à vous libérer, surtout du côté des femmes et des filles qui en souffrent en silence. Avant de conclure, place à notre rubrique Coupe de cœur littéraire. Chaque écrivain est aussi un lecteur inspiré. Alors, Madame Diarra, quel est votre coup de cœur littéraire, une œuvre ou un auteur qui a marqué durant votre parcours d'écriture? Les Misérables de Victor Hugo. Les Misérables de Victor Hugo parlent de la pauvreté. Un homme qui a été emprisonné parce qu'il a volé un morceau de pain. Mais après, beaucoup de choses se sont passées parce qu'il est devenu le maire de cette ville et il a enlevé une fille du désastre parce que cette fille était élevée par une famille, comment dirais-je, aubergiste. Donc, il la maltraitait, il la frappait et il lui faisait que des choses absurdes. Et lorsque le monsieur qui, une fois, avait été emprisonné, qui est sorti, qui est redevenu le maire, et il est parti acheter la fille là parce que les aubergistes voulaient la vendre. Donc, il a acheté la fille, il a changé sa vie, il l'a élevée, il lui a donné tout ce dont elle rêvait. Et par finir, cette fille aussi s'est fiancée avec un jeune homme qui se révoltait contre la pauvreté et les injustices qui se passaient dans cette ville. Donc, ce livre aborde les thèmes de la pauvreté, de l'amour et aussi que la vie peut souvent nous donner une seconde chance. Du fait que le monsieur, après avoir volé, il est sorti de prison, il est redevenu maire. C'est comme si la vie lui a donné une seconde chance. Un choix qui vous ressemble fort sincère et empreint d'humanité. Avant de finir cette émission, quel message souhaiteriez-vous adresser à nos chers publics qui vous suivent, comme déjà Nectarine traverse des épreuves, des blessures invisibles? Alors, que leur diriez-vous sincèrement et ouvertement à cœur? Bien, je tiens à leur dire, soyez vrais, soyez authentiques, soyez vous. Parfois, le chaos dans l'âme n'est que le début d'une nouvelle floraison tardive. Ne vous laissez pas sombrer par votre passé. Peu importe ce qui s'est passé, eh bien, le reste, le meilleur reste à venir. On peut tomber 100 fois et se relever 1000 fois. On peut marcher pieds nus dans l'enfer et revenir forte et saine. Voilà. Donc, soyez tout simplement authentique. C'est ça la vie. Tant qu'une personne n'est pas authentique, elle peut pas faire grand chose. Ne vous mettez pas dans la peau d'une autre. Soyez vous-même. Voilà. D'accord. Merci infiniment, Madame Diarra. Merci.
Chers auditeurs et très chers internautes, ainsi s'achève notre Odyssée de ce soir. Avec Oumou Diarra, nous avons découvert que même étant dans la douleur, il existe toujours une porte ouverte vers la lumière. Le chaos dans l'âme n'est pas seulement un roman, mais aussi un cri d'amour, un appel à la résilience et une preuve que les mots peuvent guérir. Merci infiniment, Oumou Diarra, pour ce partage profond et sincère. Merci. Merci aussi à vous, chers internautes des Modèles TV, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dès dimanche prochain pour un autre voyage au pays des mots. Prenez très bien soin de vous et très bon début de la semaine à tout un chacun. À très bientôt.